La politique d'Aristote, livre second, chapitre 8. Sommaire. Examen de la constitution de Carthage, ses mérites prouvés par la tranquillité intérieure et la stabilité de l'État. Analogie entre la constitution de Carthage et celle de Sparte. Défaut de la constitution carthaginoise, magistrature trop puissante, estime exagérée qu'on y fait de la richesse, cumul des emplois. La constitution carthaginoise n'est pas assez forte pour que l'État puisse supporter un revers. Carthage paraît encore jouir d'une bonne constitution. Plus complète que celle des autres États sur bien des points et à quelques égards semblable à celle de Lacédémone. Ces trois gouvernements de Crète, de Sparte et de Carthage ont de grands rapports entre eux, et ils sont très supérieurs à tous les gouvernements connus. Les Carthaginois en particulier possèdent des institutions excellentes, et ce qui prouve bien toute la sagesse de leur constitution, c'est que, malgré la part de pouvoir qu'elle accorde au peuple, on n'a jamais vu à Carthage de changement de gouvernement, et qu'elle n'a eu, chose remarquable, ni émeute ni tyran. Je citerai quelques analogies entre Sparte et Carthage. Les repas communs des sociétés politiques ressemblent aux fiditi lacédémoniennes. Les 104 remplacent les efforts. Mais la magistrature carthaginoise est préférable en ce que ses membres, au lieu d'être tirés des classes obscures, sont pris parmi les hommes les plus vertueux. Les rois et le Sénat se rapprochent beaucoup dans les deux constitutions, mais Carthage est plus prudente et ne demande pas ses rois à une famille unique. Elle ne les prend pas non plus dans toutes les familles indistinctement. Elle s'en remet à l'élection et non pas à l'âge pour amener le mérite au pouvoir. Les rois, maîtres d'une immense autorité, sont bien dangereux quand ils sont des hommes médiocres, et ils ont fait déjà bien du mal à Lacédémone. Les déviations de principes signalées et critiquées si souvent sont communes à tous les gouvernements que nous avons jusqu'à présent étudiés. La constitution carthaginoise, comme toutes celles dont la base est à la fois aristocratique et républicaine, penche tantôt vers la démagogie, tantôt vers l'oligarchie. Par exemple, la royauté et le Sénat, quand leur avis est unanime, peuvent porter certaines affaires et en soustraire certaines autres à la connaissance du peuple, qui n'a droit de les décider qu'en cas de dissentiment. Mais une fois qu'il en est saisi, il peut non seulement se faire exposer les motifs des magistrats, mais aussi prononcer souverainement si chaque citoyen peut prendre la parole sur l'objet en discussion. Prérogative qu'on chercherait vainement ailleurs. D'un autre côté, laisser aux pentarchies chargées d'une foule d'objets importants la faculté de se recruter elle-même, leur permettre de nommer la première de toutes les magistratures, celle des 100, leur accorder un exercice plus long qu'à toutes les autres fonctions, puisque sortis de charge ou simples candidats, des pentarques sont toujours aussi puissants, ce sont là des institutions oligarchiques. C'est d'autre part un établissement aristocratique que celui de fonctions gratuites non désignées par le sort. Et je retrouve la même tendance dans quelques autres institutions comme celle des juges qui prononcent sur toute espèce de cause sans avoir, comme à Lacédémone, des attributions spéciales. Si le gouvernement de Carthage dégénère surtout de l'aristocratie à l'oligarchie, il faut en voir la cause dans une opinion qui paraît y être assez généralement reçue. On y est persuadé que les fonctions publiques doivent être confiées non pas seulement aux gens distingués, mais aussi à la richesse, et qu'un citoyen pauvre ne peut quitter ses affaires et gérer avec probité celles de l'État. Si donc choisir d'après la richesse est un principe oligarchique, et choisir d'après le mérite un principe aristocratique, le gouvernement de Carthage formerait une troisième combinaison, puisqu'on y tient compte à la fois de ces deux conditions, surtout dans l'élection des magistrats suprêmes, celle des rois et des généraux. Cette altération du principe aristocratique est une faute qu'on doit faire remonter jusqu'au législateur lui-même.
Un de ses premiers soins doit être, dès l'origine, d'assurer du loisir aux citoyens les plus distingués et de faire en sorte que la pauvreté ne puisse jamais porter atteinte à leur considération, soit comme magistrat, soit comme simple particulier. Mais si l'on doit avouer que la fortune mérite attention, à cause du loisir qu'elle procure, il n'en est pas moins dangereux de rendre vénales les fonctions les plus élevées, comme celles de roi et de général. Une loi de ce genre rend l'argent plus honorable que le mérite, et inspire l'amour de l'or à la République entière. L'opinion des premiers de l'État fait règle pour les autres citoyens, toujours prêts à les suivre. Or, partout où le mérite n'est pas plus estimé que tout le reste, il ne peut exister de constitution aristocratique vraiment solide. Il est tout naturel que ceux qui ont acheté leur charge s'habituent à s'indemniser par elle, quand, à force d'argent, ils ont atteint le pouvoir. L'absurde est de supposer que, si un homme pauvre mais honnête peut vouloir s'enrichir, un homme dépravé qui a chèrement payé son emploi ne le voudra pas. Les fonctions publiques doivent être confiées aux plus capables, mais le législateur, s'il a négligé d'assurer une fortune aux citoyens distingués, pourrait au moins garantir l'aisance aux magistrats. On peut blâmer encore le cumul des emplois, qui passe à Carthage pour un grand honneur. Un homme ne peut bien accomplir qu'une seule chose à la fois. C'est le devoir du législateur d'établir cette division des emplois et de ne pas exiger d'un même individu qu'il fasse de la musique et des souliers. Quand l'État n'est pas trop restreint, il est plus conforme aux principes républicains et démocratiques d'ouvrir au plus grand nombre possible de citoyens l'accès des magistratures. Car on obtient alors, ainsi que nous l'avons dit, ce double avantage que les affaires administrées plus en commun se font mieux et plus vite. On peut voir la vérité de ceci dans les opérations de la guerre et dans celles de la marine, où chaque homme a, pour ainsi dire, un emploi spécial d'obéissance ou de commandement. Carthage se sauve des dangers de son gouvernement oligarchique en enrichissant continuellement une partie du peuple qu'on envoie dans les villes colonisées. C'est un moyen d'épurer et de maintenir l'État. Mais alors, il ne doit sa tranquillité qu'au hasard, et c'était à la sagesse du législateur de la lui assurer. Ainsi, en cas de revers, si la masse du peuple vient à se soulever contre l'autorité, les lois n'offriront pas une seule ressource pour rendre à l'État la paix intérieure. Je termine ici l'examen des constitutions justement célèbres de Sparte, de Crète et de Carthage.